2 sur 3. Au régional et au départemental, 2 personnes inscrites sur les listes électorales sur 3 ne sont pas allées voter. Et si c'était dû au fait que nos scrutins sont pourris ? Bienvenue dans ce nouvel épisode hors sujet d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, on va parler des modes de scrutin français, et vous allez voir que c'est pas top. Pour ça, je vais vous faire mon petit classement des pires modes de scrutin de la 5ème République. Bien sûr, ça n'engage que moi. On commence par le numéro 7, peut-être la moins pire des élections, en tout cas d'un point de vue national, l'élection européenne. Il s'agit d'un scrutin proportionnel de liste à un tour sur une circonscription unique, à savoir la France. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la proportionnelle à un tour permet normalement à toutes les sensibilités d'être représentées à hauteur de ce qu'elles pèsent dans l'opinion. Il y a juste un détail pour les européennes qui fait que c'est pas exactement le cas. Il y a une barre de 5% en dessous de laquelle la liste est éliminée. Pourquoi 5%? Pourquoi pas en fait? Il n'y a juste aucune raison. Alors, c'est nul, c'est fait pour favoriser les grosses listes et dissuader les petites de se présenter. Et lors des élections de 2019 par exemple, il y a 19% des voix, ce qui fait quand même presque 4,5 millions d'électeurs et d'électrices, qui ont ainsi été disqualifiés. Bon, on peut aussi avoir un doute sur le fait d'avoir une circonscription unique, c'était pas le cas avant, où l'on votait par grande région. C'est LREM qui a changé ça en 2018, en disant que, comme ça, les Françaises et les Français s'intéresseraient plus à l'élection, mais c'est peut-être aussi un petit peu dû au fait qu'ils n'avaient pas d'ancrage local, va savoir. Ce que je trouve dommage également, c'est que l'on reste dans un scrutin par pays, sans ce qu'on appelle des listes transnationales. En gros, ce sont des listes sur lesquelles il pourrait y avoir des représentants de tous les pays. Ça reste encore très national et pas très européen. Bref, aux européennes, je vais leur mettre un 3,5 sur 5. Numéro 6, on continue avec une autre élection proportionnelle, l'élection régionale. Si vous voulez tout connaître sur ce mode de scrutin, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Avec les régionales, on a donc aussi une élection proportionnelle, donc ça c'est plutôt bien démocratiquement, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que c'est à 2 tours, avec un seuil à 10% pour se qualifier et à 5% pour pouvoir fusionner. Donc c'est pas vraiment de la proportionnelle. Même si une dizaine de listes se présentent, on va au final devoir choisir entre 3 ou 4 seulement. Le mini-avantage, c'est que ça permet quand même aux listes de discuter pour fusionner, donc que ça pousse au compromis. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a une prime majoritaire de 25% des sièges accordés à la liste qui arrive en tête en bonus. Alors certes, ça permet de stabiliser les majorités et d'éviter les crises institutionnelles, mais c'est quand même une limite à la représentativité des élus. Bon, 25%, ça va encore. Quant aux sections départementales, pour savoir ce que c'est, il faut avoir vu la vidéo précédente, je suis partagé. Je vois pas trop l'intérêt, je trouve que ça complexifie beaucoup l'élection, et en même temps, c'est vrai que ça rapproche un peu les élus du terrain. Bref, pour les régionales, je vais leur mettre 3 sur 5. 5e du classement, la 3e et dernière élection proportionnelle en France, l'une des préférées des Français, l'élection municipale. Comme pour les régionales, on retrouve une proportionnelle à 2 tours, avec prime majoritaire. Là où ça devient absurde, c'est que cette prime majoritaire est de 50%. Ça veut dire que la liste qui arrive en tête obtient en bonus la moitié des sièges, et c'est la moitié restante qui est répartie à la proportionnelle. Autant dire que l'opposition n'est souvent là que pour faire de la figuration. Je passe rapidement sur le mode de scrutin des petites communes, qui ont des problématiques un peu différentes, même si leur mode de scrutin, avec des listes modifiables, me semble un petit peu meilleur. Allez, pour les municipales, on va dire 2,5 sur 5, la moyenne. Petit dernier des modes de scrutin français, que j'ai aussi abordé dans une vidéo dédiée, celui des élections départementales. Alors c'est un scrutin majoritaire à 2 tours, canton par canton, donc pas très démocratique, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En plus, il y a une barre de qualification pour le second tour qui est à 12,5% des inscrits, ce qui est très compliqué à atteindre quand l'abstention est élevée. Mais l'avantage de ces élections, c'est qu'elles sont binominales paritaires, ce qui veut dire qu'il y a obligatoirement 50% de femmes et 50% d'hommes dans les conseils généraux. Pour ça, on va quand même dire 1,8 sur 5. Allez, on rentre dans le podium. Et sur la 3e marche, ce sont les élections législatives. Leur mode de scrutin a bougé à travers les âges, parfois la proportionnelle, mais désormais, il n'y en a plus du tout de proportionnelle. On est dans le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours de base par circonscription. Qui dit scrutin majoritaire uninominal dit que si un parti fait un tout petit peu mieux que les autres sur l'ensemble de la France, il obtient 100% des sièges. Alors oui,
On a des majorités très stables en France, mais à un moment, entre stabilité et démocratie, il faudra peut-être un peu équilibrer. Je mets pas ces élections plus haut dans le classement parce que le mode de scrutin par circonscription, malgré ses inconvénients, permet quand même de conserver un lien entre les électeurs et électrices et leurs députés. Enfin, c'est pas incroyable quoi. 1,5 sur 5. D'une chambre à l'autre, nous voici arrivés au Sénat. L'avantage des élections sénatoriales, c'est que déjà, elles vont cumuler tous les problèmes de tous les autres scrutins dont on va parler. Bah oui, ce sont les élus qui votent, donc déjà il y a un souci au niveau de la représentativité du corps électoral. C'est dommage parce que dans de nombreux départements, c'est ensuite un vote à la proportionnelle intégrale. Donc ça permet d'avoir une bonne représentativité des électeurs, mais comme eux ne sont pas représentatifs, dans les départements qui n'ont que 1 ou 2 sièges au Sénat, c'est un vote majoritaire classique, et bah c'est pas de chance. Bref, avec tout ça, on comprend que le Sénat souffre d'un problème de légitimité et qu'on parle régulièrement de le supprimer. Allez, 1 sur 5. And the winner is... l'élection présidentielle, évidemment. Alors là, il y a plein de raisons qui font que ce n'est ni fait ni à faire. La première chose, c'est que pour pouvoir se présenter, il faut avoir 500 parrainages de grands élus. Ça peut être des maires, des parlementaires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux par exemple. Ne cherchez pas, nous on peut pas parrainer. Il y a bien des propositions de parrainage citoyen qui sont sur la table, notamment de la part de la France Insoumise, mais on n'y est pas. La deuxième chose, c'est que on est dans un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours à nouveau, et ce mode de scrutin, ça garantit presque intrinsèquement que ça va être le bordel. Déjà parce que ça personnalise énormément le débat et qu'on va voter pour des personnes plutôt que pour des programmes. Ensuite, ça oblige à voter stratégique au premier tour. Comme on sait qu'il n'y aura que 2 qualifiés au second, alors vaut mieux voter pour quelqu'un qui n'est pas le meilleur candidat pour nous, mais qui a plus de chances de se qualifier, voire de battre un candidat qu'on n'aime pas au second. Par exemple, de nombreuses personnes de gauche ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de 2017, en pensant que c'était le meilleur moyen d'éviter un duel Fillon-Le Pen au second. Et au second tour justement, on vote encore moins pour celle ou celui qui nous semble le ou la meilleure, mais on élimine le pire candidat. Et ça, en politique, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On veut voter par adhésion, pas par défaut. Et j'ajoute à tout ça, et là, on touche au sublime, que désormais la présidentielle a systématiquement lieu 2 mois avant les législatives, et qu'elle règle donc toute la vie politique française. La pire élection est donc aussi la plus importante. Bon, je vais pas lui mettre 0, parce que mathématiquement, avec cette histoire de second tour, il faut au moins 50% des voix pour l'emporter, c'est déjà ça, on pourrait se contenter d'une majorité relative, mais je peux pas aller au-delà de 0,25 là. Voilà donc le classement des pires modes de scrutin de la 5ème République. Bien sûr, c'est très personnel, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, et d'ailleurs, si c'est pas le cas, vous pouvez donner votre classement en commentaire. Alors, je suis bien conscient que c'est pas super enthousiasmant tout ça, mais il existe d'autres modes de scrutin qu'on pourrait mettre en place avec une 6ème République par exemple. On aura l'occasion d'en reparler très vite. Et de redire un mot de Condorcet. Alors, abonnez-vous, activez les notifications et restez connectés. Camarades, à bientôt!